Bonsoir, merci de suivre ce live ce soir consacré à l'alternance et aux conseils pour trouver son entreprise. Alors, pour nous parler de ces conseils et pour nous faire partager leur expérience, nous recevons ce soir Marc de Kervenoel, qui est directeur des relations extérieures et internationales au sein du groupe EMA, qui rassemble des écoles qui ont une longue habitude de l'alternance, ou SMA, l'ISEAM, des écoles qui pratiquent l'alternance depuis longtemps. Tout à fait, plus de 20 ans. Pour nous parler de son expérience en tant qu'étudiante, nous recevons Marion Mihailovic, qui est étudiante en 5e année à l'ESCI, et c'est votre 2e année en alternance. Donc vous nous expliquerez comment ça s'est passé, évidemment, pour trouver une entreprise, puisque c'est le thème central de ce live. Alors, effectivement, aujourd'hui, trouver un centre de formation en alternance, bon, c'est du travail, il faut choisir, mais c'est qu'une étape, parce qu'une fois qu'on a choisi son centre de formation, sa formation, reste peut-être parfois le plus difficile, c'est de trouver l'entreprise qui va vous accueillir. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, notre cœur de métier, c'est l'alternance. Et une fois qu'ils sont donc inscrits, il faut que l'étudiant trouve une entreprise, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place depuis des années des outils et tout un parcours d'intégration qui s'étale sur une période d'environ 1 mois, dans lequel on fait participer les étudiants donc, à un séminaire de technique de recherche d'entreprise, un séminaire très important qui dure 2 jours, dans lequel on aborde l'autobilan, CV, la recherche, comment se vendre, mais également des ateliers thématiques, avec aussi un accompagnement avec des référents. Chaque étudiant qui intègre l'école se voit nommer un référent pour l'accompagner dans sa recherche. Donc c'est un vrai travail. Ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est un travail vous l'avez dit, c'est le plus dur reste à faire. Quand on fait de l'alternance, c'est qu'on est motivé d'avoir une expérience professionnelle, d'être à l'école, mais également de montrer qu'on est capable d'apporter une plus-value. Et pour trouver ce stage, il faut c'est 8 heures de travail par jour, c'est de l'implication, j'ai envie de dire, 100%. Presque comme de rechercher un emploi. Complètement. Mais pour être clair, et là je pense qu'on sera peut-être d'accord, aucun centre de formation ne peut garantir à 100% aux étudiants qui viennent de leur trouver une entreprise. Oui. Entièrement d'accord. Parce que là-dessus, il faut être clair. Tout à fait, tout à fait. Alors certains le font, mais c'est peut-être pas très honnête. En revanche, un étudiant qui est sérieux, qui est impliqué, qui va au bout du process, il va trouver. Mais effectivement, parfois, il y a des étudiants qui ne trouvent pas parce qu'ils ont minimisé la difficulté de l'investissement à rechercher une entreprise. Je vois parfois des étudiants qui vous disent, bon, on envoie 10 CV, on passe 2 heures de recherche, ça ne marche pas. C'est du full-time. Alors, grande question qui peut s'adresser aussi à vous, Marion, de Pascal. Dans quel ordre faut-il procéder? Faut-il d'abord trouver son entreprise et ensuite trouver son centre de formation? Ou faut-il d'abord trouver son centre de formation et ensuite rechercher l'entreprise, à votre avis? Je pense que c'est important de savoir déjà ce qu'on veut faire en fait en termes de projet professionnel pour la suite. Donc après, à partir de ça, on va trouver un centre de formation et une fois qu'on sait qu'on est inscrit dans un centre de formation, ça s'enchaîne en fait. La recherche d'entreprise se fait tout de suite après. Voilà. Enfin, dans mon cas, j'ai d'abord trouvé l'école et ensuite j'ai tout de suite fait les recherches pour l'alternance. Donc vous avez fait les recherches, l'école vous a aidé dans votre recherche? Tout à fait, tout à fait. Comme Marc le disait, en fait, voilà, il y a des outils, des séminaires organisés pour les étudiants, pour les accompagner, pour par exemple une aide à la rédaction des lettres de motivation, les conseils, puisqu'on n'a pas tous une expérience professionnelle quand on commence l'alternance. Donc voilà, ça nous permet, en fait de préparer aussi les entretiens. C'est une aide cruciale en fait qui nous met à l'aise et qui nous familiarise un peu avec avec les personnes avec qui on va faire face en entreprise. Alors concrètement, comment ça s'est passé pour vous? Parce que donc vous avez intégré l'école sur une formation qui vous intéressait, qui vous plaisait. L'école vous a mis en relation avec des entreprises. Ensuite, c'est vous qui avez fait le travail, faire le CV et de motivation, qui vous êtes évidemment déplacé. Et c'était des vrais entretiens de recrutement. Comment ça s'est passé? Oui, c'est des vrais entretiens de recrutement. Donc, j'ai participé au séminaire de recherche d'entreprise. J'ai fait les ateliers proposés par l'école. Et ensuite, en fonction de ce qu'on recherche, du cursus dans lequel on est, l'école en fait nous envoie des annonces
qui nous intéresse en rapport avec ce qu'on veut comme stage en fait. Et donc après avoir reçu une des annonces envoyées par l'école, j'ai postulé. Là, l'entreprise propose un entretien et ensuite on est face à un recruteur. Un ou plusieurs. Hein. Un ou plusieurs, oui. Mais ce qui nous ramène à une problématique importante, il faut que l'entreprise ait un réseau, le centre de formation ait un réseau relationnel très important. Complètement. Parmi toutes les entreprises avec qui on travaille, on en a plus d'un tiers qui chaque année renouvellent. D'accord ? Puis il y en a qui prennent un stagiaire une année, pas l'année suivante, et puis l'année d'après ils reprennent un stagiaire, et on travaille un peu comme un cabinet de recrutement qui a besoin d'avoir en permanence, je dirais, des entreprises partenaires. C'est pour ça qu'on a au sein du département entreprise des personnes qui vont aussi sur le terrain prospecter, rechercher des offres, puisque les offres qu'on va proposer sont forcément des offres validées, c'est-à-dire que l'entreprise accepte le rythme, le coût, la durée, etc. Hein, et le type de contrat également. Au sein d'un groupe comme le vôtre qui est spécialisé dans l'alternance, notamment avec les écoles de type SMA, oui. Vous avez une cellule qui est détachée, qui ne s'occupe que de retrouver les entreprises Tout à fait. pour les alternants. On a un tiers de l'effectif, hors professeur, hein, qui est consacré à 100% à la recherche d'entreprises, tant pour aller chercher des entreprises qu'on va prospecter, pour placer les étudiants, tant aussi dans l'accompagnement des étudiants dans leur recherche d'entreprise, en particulier tout ce qui concerne les TRE, les conseillers qui interviennent ou référents. Marie vous demande, à votre avis, quelle est la meilleure solution pour suivre ses études en alternance en termes de rythme? Est-ce que c'est une semaine sur deux? Est-ce que c'est 3 jours, 2 jours? Et quelle est la formule qui recueille la préférence des entreprises? Il y a tout. Il y a tout type, mais je dirais que le fait, et on le voit bien avec les entreprises, en tous les cas avec celles qu'on travaille, hein, qui aiment bien ce système d'avoir un étudiant chaque semaine de manière hebdomadaire dans l'entreprise. Parce que le gros avantage, quand vous êtes de manière hebdomadaire, sur un rythme 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise, c'est que vous êtes en permanence en entreprise. Si vous avez des rythmes de une semaine, ou une semaine, 2 semaines, quand vous quittez l'entreprise et que vous allez donc à l'école, mais que vous revenez, il y a un temps assez long qui s'est écoulé et entre-temps, l'entreprise vit. Donc vous perdez du temps à vous renseigner sur ce qui s'est passé pendant votre absence. Vous, Marion, votre rythme, c'est 3 jours, 2 jours? C'est ça, 3 jours, 2 jours. De toute façon, au sein de l'école, c'est le rythme qui est proposé. Question de Martin, en moyenne, combien de CV, de lettres de motivation, à votre avis, faut-il envoyer pour espérer trouver une entreprise? Alors, ce qu'on dit aux étudiants, hein, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un investissement. Pour 100 CV envoyés, hein, il y en aura environ 3 entretiens. C'est pour ça que quand on a des étudiants qui nous disent qu'ils envoient 10 ou 15 CV, je leur dis statistiquement, vous n'aurez pas d'entretien. Donc c'est un vrai travail. Bien entendu, la difficulté, c'est d'envoyer des CV qui soient ciblés. Parce que d'envoyer 100 CV, dans l'absolu, c'est simple. Mais d'envoyer des CV ciblés, ce qui implique de faire une recherche en amont et donc aussi d'avoir, on en parlera peut-être, un projet professionnel. Vous, Marion, vous avez envoyé beaucoup de CV finalement, puisque l'école vous a fourni l'entreprise. Vous avez fait une grosse démarche. À vrai dire, je les un peu atypique. Je les ai pas comptés, mais j'ai fait quelques demandes. Oui, mais c'est vrai que les premières qu'on fait, clairement, on a des refus parce qu'en fait, on maîtrise pas encore la façon dont on doit postuler. Donc, c'est vrai que les premières demandes, en général, c'est maladroit, on se trompe. Mais non, j'ai pas compté, mais j'en ai fait quelques-unes et j'ai eu la chance que ça marche assez rapidement. On a plusieurs questions, on va peut-être essayer de les résumer, qui tiennent aux différentes formalités de l'alternance, puisqu'il existe les conventions de stage alternés, il existe les contrats pro, il y a aussi l'apprentissage. Si on résume, ce que vous proposez. Nous proposons 2 types de contrats. La convention de stage alterné, qui est un statut étudiant, ce qui veut dire que l'étudiant est sous la responsabilité de l'école, même s'il est en entreprise. C'est l'entreprise qui finance l'intégralité de ses études et qui a une obligation légale de lui verser une indemnité de stage, et dans ce cas-là, au prorata du temps passé. D'accord ? Il n'est pas exclu d'ailleurs, rien n'interdit à l'entreprise de verser une indemnité de stage supérieure. On a parfois des entreprises qui payent 900 voire 1000 euros en indemnité de stage. Et puis il y a le contrat de professionnalisation qui est dans lequel, entre guillemets, l'étudiant a un statut de salarié, il est sous la responsabilité et l'autorité
de son employeur. Et là, il y a un mode de financement un petit peu particulier, puisqu'il va y avoir une prise en charge, souvent partielle, de l'OPCA, qui est l'organisme paritaire collecteur agréé, et ce qui n'est pas pris en charge est payé et financé par l'entreprise d'accueil, qui verse, là, non pas une indemnité de stage, mais un salaire. D'accord ? Vous êtes sous quelle formule, Marion? Alors moi, je suis en convention de stage alterné. Voilà. Donc Et j'ai un statut d'étudiant, j'ai donc les congés scolaires et j'ai une indemnisation de stage. il y a aussi un fait auquel on ne pense pas forcément de prime abord quand on parle d'alternance, c'est qu'il faut concilier tout de même réussite des études, du diplôme qui est à passer et charge de travail en entreprise, parce que c'est plus qu'un stage en fait. On a de véritables responsabilités. C'est lourd comme charge de travail, Marion? C'est vrai que c'est assez fatigant au début, donc c'est vraiment un rythme, il faut se mettre dedans tout de suite et faut vraiment essayer d'être sérieux. Moi qui n'avais jamais fait d'alternance, là tout de suite entre le travail, les cours, surtout en période d'examen, c'est plus difficile. Mais c'est une organisation en fait. C'est une question d'organisation et on prend vite le pli. Hein. Ça nécessite beaucoup de rigueur et il ne faut pas croire que les étudiants qui viennent ont des week-ends pleins. Ils travaillent aussi parce que c'est réviser les cours. Quand vous êtes à fond dans votre entreprise, le soir, vous n'avez peut-être pas toujours envie de réviser des cours et pourtant il faut le faire. Donc c'est un rythme qui est quand même exigeant. Question de Rachida qui vous demande quelles sont les entreprises avec lesquelles vous collaborez à l'ISEAD, mais aussi évidemment au sein des différentes écoles du groupe. On travaille avec tout type d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, aussi bien des grandes entreprises dans la banque, dans la grande distribution, l'aéronautique, mais on travaille aussi beaucoup avec des PME et on a pour habitude de dire aux étudiants que vous pouvez trouver des missions tout à fait passionnantes. Après, c'est une question de choix, de personnalité, de projet aussi professionnel, mais on a des missions tout à fait passionnantes dans des PME. Et la recherche n'est tout de même pas la même lorsqu'on va rechercher un contrat en alternance ou une convention de stage alternée dans une PME que dans un grand groupe. Les codes ne sont pas pareils, les conditions ne sont pas pareilles. C'est pas forcément plus facile de rentrer dans une PME. Après, c'est une question de projet professionnel. Et pour ça, on passe beaucoup de temps dès le départ, parce que dans l'absolu, travailler dans un grand groupe ou une PME, l'un n'est pas mieux que l'autre. D'accord ? Les moyens sont différents. Mais on travaille donc beaucoup sur le projet professionnel. Il y a des étudiants qui ne seront jamais à l'aise dans des grands groupes. Effectivement, comme vous le disiez, il y a des codes. Mais les entretiens ne sont pas forcément plus durs dans des grands groupes. Nous, on a des exemples de PME où les candidats passent 3 voire 4 entretiens. Puisque désormais, une entreprise attend d'un jeune qui soit très vite performant. Même s'il a aussi l'obligation de former le jeune. Vous, Marion, vous êtes dans un grand groupe, dans une PME ? Moi, je suis dans un grand groupe, en fait, chez un équipementier automobile. Et c'était un choix dès le départ? Vous préfériez dans un grand groupe ou Pas du tout. Ça s'est passé comme ça finalement? Pas du tout, ça s'est passé comme ça en fait. Le but était de trouver un stage dans lequel j'allais pouvoir allier les études avec l'émission en fait sur mon lieu de travail. Et du coup, voilà, ça a été cette entreprise. Comme ça aurait pu être une PME qui m'aurait proposé des missions en rapport avec mon cursus. Et rappelez-moi, vous avez eu plusieurs possibilités d'entretien ou ça s'est fait tout de suite avec l'entreprise dans laquelle vous êtes? Alors, non, j'ai eu d'autres entretiens avec d'autres entreprises avant? Non, c'était mon premier entretien. Et c'était assez rapide comme formalité d'embauche? C'est-à-dire que l'entretien a été assez rapide? C'était un vrai entretien. J'ai quand même eu 45 minutes à peu près avec une DRH. Et ensuite, mon responsable direct, mon directeur, a souhaité à me rencontrer aussi pour faire un entretien. Donc on est vraiment dans des conditions d'embauche. Et vous avez pu débriefer avec votre école sur les entretiens? Oui, alors avec votre référent? C'est ça, avec le référent, on en discute. Il y a un suivi en fait. Et puis ils nous demandent aussi des nouvelles quand ils savent qu'on est allé passer des entretiens. Voilà, ils veulent savoir si ça s'est bien passé. Ce que je dis aux étudiants, c'est que dès qu'ils quittent un entretien,
ils font un débriefing dans le quart d'heure. Ils refont tout le film. Je leur dis, habituez-vous à faire cela, parce qu'automatiquement, ils vont avoir une autocritique. Ils vont dire, là, ils ont été bons, par contre, là, ils n'ont pas été bons. Et ça va déjà les aider pour le prochain entretien. Bien entendu, le référent revoit avec eux l'entretien, comment ça s'est passé, pour qu'ils soient plus performants au prochain. Vous avez une question d'Yves qui vous demande de résumer ce que vous avez dit, parce qu'en fait, il vous demande comment aidez-vous les étudiants à trouver l'entreprise. Ce à quoi je rajouterais, est-ce que vous prévoyez même des simulations d'entretien pour ceux qui n'en auraient jamais fait? Tout à fait. Alors, on a deux types de simulations. D'abord, des simulations en deuxième journée, simulation d'entretien donc avec un recruteur professionnel, mais ça se fait devant un groupe de 30 ou 40 étudiants. Donc là, on est dans le dur. Et puis, on a des simulations d'entretien individuelles. D'accord ? Et à chaque fois avec des briefings. Donc ils arrivent avec une annonce. On leur demande d'arriver, bien entendu, parce que pour bien jouer la pièce, il faut avoir toutes les conditions réunies, d'arriver en tenue professionnelle, avec une offre, un CV, et l'entretien se focalise justement sur l'offre. Et après, on débriefe sur les points qui ont été bons et sur les axes de progrès, points améliorés. Alors, dans la mise à disposition des moyens de jeunes qui viennent, qui n'ont pas forcément cherché auparavant des stages et des emplois, il y a mise en relation sur les différents sites internet de recherche. Comment vous les aidez concrètement dans leur recherche, si vous n'avez pas, on va dire, en stock l'entreprise qui correspond à leurs besoins? Alors, une fois encore, il y a les séminaires qu'on organise et le référent. Et le référent, j'insiste beaucoup parce qu'il est la personne clé. Bien sûr, on va les aiguiller sur les domaines de recherche. Donc ça, c'est en lien avec leur projet professionnel. Un étudiant qui n'a pas de projet professionnel, eh bien forcément, il va patauger. J'aime pas beaucoup ce terme, mais on comprend. En revanche, quelqu'un qui a un projet professionnel, il va pouvoir avancer. Donc on leur donne aussi les champs de recherche au travers des réseaux sociaux, où aller trouver de l'information. Ça peut être dans une mairie de quartier, parce qu'un maire, il est aussi là pour donner de l'information. Il connaît les acteurs économiques de sa commune. Ce sont les salons professionnels où on encourage les étudiants à aller se déplacer, faire du porte-à-porte, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut le faire sous condition. Mais certains ont ceux qui arrivent, alors pas dans des grands groupes à la Défense, mais du porte-à-porte dans une PME. Moi, j'ai eu des étudiants qui ont fait ça, qui sont à l'aise avec l'exercice. Et bon, ça passe ou ça passe pas, effectivement. Ça dépend peut-être aussi du type de formation qu'on recherche? Non, ça dépend, je pense, de la volonté. Vous savez, quand on a envie, on arrive à un moment, je dirais, à ses objectifs. C'est ce qu'on dit aux étudiants. Ayez envie, ayez un projet, on les aide à réfléchir parce que ce n'est pas toujours évident pour un jeune qui serait en bachelor, première ou deuxième année d'avoir un projet professionnel. Il sera plus approfondi forcément s'il est en programme master. Alors, on n'a pas parlé finalement du dossier technique que l'on présente pour une convention de stage alterné notamment. Alors, il faut donner quoi? Il y a une lettre de motivation, il y a un CV. Quand ils postulent auprès d'une entreprise, alors ils envoient un CV, une lettre de motivation. C'est on va dire, ça va être la photo. Et une fois qu'ils ont décroché un entretien, eh bien, après c'est l'avenir et leur capacité à convaincre. Parce qu'un CV, on passe du temps d'ailleurs dessus. Alors justement, question de CV, on met quoi dans sa lettre de motivation et on met quoi dans son CV quand on n'a pas travaillé avant? Alors, dans un CV, il y a plusieurs types de CV en fonction de l'expérience. Quand on a peu travaillé, mais ça peut être les petits boulots, des actions dans des associations qui peuvent être aussi considérées comme des activités professionnelles. Bien sûr, il y a tout le parcours académique. Et plus on monte en niveau, eh bien forcément, il y aura de l'expérience professionnelle. Et là, j'insiste beaucoup sur la partie expérience professionnelle et compétences, parce que bien souvent, on voit des étudiants qui mettent le nom d'une entreprise très connue, ils mettent l'intitulé du poste et rien d'autre. Ce que recherche aussi le recruteur, c'est de savoir quel type de mission, voir quels sont les objectifs qu'il a obtenus, les résultats qu'il a apportés à l'entreprise. Parce que ça, c'est parlant, c'est du concret et quelque part, ça va rassurer le recruteur. Il faut s'enseigner sur l'entreprise où l'on postule, à votre avis, avant? Oui, c'est un gros travail. De toutes les façons, le recruteur, lors de l'entretien, il va sonder, il va dire « mais pourquoi voulez-vous travailler dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'elle a de plus que le concurrent qui fabrique des avions peut-être d'un autre type ?» D'accord? Donc s'il n'y a pas encore cette motivation, je vois des étudiants pareil qui se disent être curieux,
Si vous dites que vous êtes curieux, mais que vous arrivez en entreprise et que vous ne connaissez rien sur l'entreprise, l'évolution, le positionnement des produits, des services, l'évolution du marché, quelque part, vous avez une contradiction dans le discours. Un peu compliqué si c'est une PME. Une grande entreprise, effectivement, on peut sortir, mais une PME, c'est un peu plus compliqué pour trouver le... Vous savez, toutes les entreprises ont des sites internet, il y a la presse, on ne parle pas que des grandes entreprises, heureusement, dans la presse. Vous étiez renseigné, Marion, sur votre entreprise avant d'y aller? Bien sûr, parce qu'en plus, c'est un secteur assez technique, c'est l'automobile. Là, on parle d'un équipementier, donc on ne sait jamais, il peut y avoir une question à propos de l'entreprise ou des produits qu'ils font. Donc c'est toujours mieux de connaître un peu. Et ça, vous auriez pensé de vous-même à vous renseigner sur l'entreprise, ou c'est quelque chose que vous avez pas appris, mais qu'on vous a conseillé pendant les séminaires, pendant le travail de préparation? C'est quelque chose qu'on nous conseille vivement, bien sûr. C'est quand même important, et puis même quand on postule dans une entreprise, c'est quand même bien de savoir ce qu'elle fait, qui elle est, où elle se situe en fait. Parce que si on arrive à un entretien et qu'on ne connaît pas du tout l'entreprise, c'est que finalement on n'a pas vraiment de grand intérêt à travailler dans cette entreprise. Il y en aura 10 à côté qui attendront et qui eux seront motivés. Et alors, il faut s'enseigner pour l'entretien ou il faut s'enseigner et faire transparaître ça dans les lettres de motivation? C'est vrai qu'on dit parfois qu'on peut mettre une petite phrase ou quelque chose, quelques mots sur l'entreprise, mais après ça dépend comment c'est fait en fait, puisque ça sert à rien de leur donner une information qu'ils connaissent déjà, c'est leur entreprise. Donc faut pas. Tout dépend de ce qu'on met en fait. Dans une lettre de motivation, c'est quand même plus important de dire ce qu'on veut, nous, ce qu'on va apporter à l'entreprise. Et la compétence est très importante dans la lettre de motivation, d'apporter des éléments sur la compétence. Mais sur l'entreprise, si on met de l'information sur l'entreprise, c'est pas de dire vous êtes le leader mondial. À la limite, on s'en fiche. En revanche, il y a une actualité, il y a une fusion, voilà. Il y a un nouveau produit qui est sorti. Il faut qu'elle soit pertinente. Voilà, il faut que l'introduction et l'information sur l'entreprise, effectivement, soient pertinentes. Alors, question de Mélodie. Et ça recoupe un peu ce que nous avions dit tout à l'heure. Si l'on veut viser une grande entreprise, faut-il que j'ai une démarche différente d'une démarche qui viserait une PME ou même une grosse PME? Est-ce qu'il faut s'y faire différemment? Est-ce qu'il y a des codes différents? Dans la PME, vous pouvez frapper à la porte et donner votre CV au patron. Il ne sera pas choqué. Ça ne sera pas possible dans une grande entreprise parce qu'il y a tellement de filtres. Voilà. Bien souvent d'ailleurs, si vous voulez faire un stage, intégrer une grande entreprise, vous rentrez votre CV en ligne sur le site Internet de l'entreprise. Donc il n'y a pas forcément ce rapport toujours direct au premier abord qui est plus facile dans la PME. Une question de Marella qui vous dit « Je rêve de poursuivre mes études en alternance dans une très grande entreprise, mais est-ce un choix judicieux? Les places ne sont-elles pas déjà toutes prises? Est-ce que je n'ai pas plus de chance en allant voir des grosses PME ?» C'est le projet professionnel encore. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans des petites entreprises. Il faut sortir du schéma, il n'y a que les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont très intéressantes. On y fait de très belles carrières, mais on peut s'éclater, et en particulier pour un jeune. Pourquoi? Parce qu'il va être peut-être même plus en contact avec du concret. Vous travaillez dans une TPE, quand un client ne vous paye pas, vous le voyez directement. Je ne suis pas certain que lorsqu'un jeune travaille dans un grand groupe et qu'il y a un client qui ne paye pas, est-ce qu'il va mesurer l'impact que ça a? Non. Il aura probablement aussi plus de liberté dans une PME et aura plus de missions, des missions assez transverses et variées. On a plusieurs questions sur l'international. Alors vous, Marion, vous êtes à l'ESCI, école à forte vocation internationale, et plusieurs questions vous demandent, mais comment concilie-t-on une envie de faire des études internationales, d'internationaliser son cursus et l'alternance qui a priori est très franco-française? À l'ESCI, en fait, quand on intègre l'ESCI, il y a une année qui est réservée, donc par exemple la 4e année. Là, vous allez pouvoir effectuer un semestre d'études à l'étranger, effectuer un stage aussi en entreprise à l'étranger. Et ensuite, l'alternance se fait en 5e année. Donc pour le SCI, en fait, c'est effectivement de l'international, mais toutes les années ne sont pas en alternance, ce qui permet en fait aux étudiants de pouvoir participer à des programmes Erasmus ou de partir. Voilà. En plus, à l'école, on a beaucoup de partenariats, donc il y a une possibilité de partir un peu partout dans le monde. Un étudiant qui voudrait faire sa formation en alternance en 5e année, il peut aller à Londres, il peut aller à Bruxelles, mais il n'ira pas très loin. Parce que ne serait-ce que ça a un coût, c'est du temps. Voilà. Mais c'est possible. Mais c'est possible oui, c'est possible. On a des étudiants qui sont à l'école et qui font leur alternance dans le nord de la France et dans le sud.
hein, et pourtant il y a 500 ou 600 km. Hein. En termes de présentiel, Oui. Vous êtes très exigeant avec le présentiel en cours. Oui. Par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir en entreprise, qui exigeraient peut-être un débordement de votre présence en entreprise ou une fatigue importante qui vous entraînerait potentiellement. Vous êtes très exigeant sur ce respect. Un étudiant, quand il doit être en cours, il doit être en cours. Il y a un calendrier qui est prévu. On autorise néanmoins dans l'année 2 jours d'absence. Je prends l'exemple d'un étudiant qui travaille sur un projet d'un salon professionnel, dont le salon commence le lundi, se termine le vendredi ou le samedi. C'est lui qui était chef de projet, bien entendu. Il sera en entreprise toute la semaine. Mais on insiste beaucoup pour le bien de l'étudiant. Hein. Alors c'est vrai que parfois c'est plutôt flatteur hein, pour le jeune, parce que si une entreprise a envie du jeune tout le temps, c'est quelque part il est bon. Mais à un moment, c'est de l'alternance. Question, a priori l'alternance doit déboucher normalement sur du recrutement, parce que l'entreprise a fait l'effort d'investir pendant un an, ou parfois plus sur la formation. Comment ça se passe à l'issue, notamment dans votre groupe par exemple, comment ça se passe à l'issue des formations en alternance? Est-ce que vous avez un pourcentage en tête de jeunes qui restent dans l'entreprise d'accueil? On en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on a un peu plus d'une entreprise sur 2 qui fait une proposition d'embauche. Hein. Donc ça c'est bien. L'autre élément, l'autre pourcentage important, c'est le délai de recherche. Hein. La moyenne des étudiants passe entre 1 mois et 1 mois et demi à trouver leur premier emploi. Soit parce qu'ils restent dans l'entreprise d'accueil, dans certains cas c'est même décidé avant la fin de leur cursus, dans d'autres cas ils changent d'entreprise. Ce qui intéresse l'entreprise maintenant, c'est d'avoir des jeunes qui aient une expérience d'1 an, 2 ans, 3 ans. Ils arrivent avec une maturité, ils arrivent avec une démarche professionnelle, un langage professionnel, et donc ils sont opérationnels de suite. Vous, Marion, vous auriez pu faire ces études si vous n'aviez pas eu vos frais de scolarité pris en charge par une entreprise dans le cadre de votre convention de stage alterné? Vous auriez pu faire une école comme celle-là si vous n'aviez pas eu cette possibilité de l'alternance? Là, effectivement, c'est vrai que d'avoir un employeur qui nous paye ces 2 ans d'école, c'est vraiment un poids en moins. C'est vraiment un poids en moins, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément accessible d'aller dans une grande école de commerce et de pouvoir payer des frais de scolarité qui sont toujours assez élevés. Hein. Puisque là, si on résume, l'entreprise paye vos frais de scolarité et en même temps vous donne une rémunération qui est proportionnelle au temps que vous passez dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, mais elle peut donner plus. Oui, l'entreprise est toujours libre de verser plus. Exactement. Je ne sais pas si c'est très fréquent. Ça arrive sur des postes de commerciaux. Un commercial, il marche un peu à la carotte. Hein. Donc, s'il vend, eh bien, tout le monde, il peut avoir une prime et tout le monde est gagnant. Alors, plusieurs questions qui ont trait à l'alternance, pas forcément au fait de trouver et de comment trouver son entreprise. Comment cela se passe-t-il pour un étudiant qui vient chez vous et puis finalement qui ne trouve pas d'entreprise pour toute une série de raisons? D'accord. Ça se passe comment? D'abord, il y a tout étudiant qui trouve. On a là les chiffres de cette année, mais ils sont constants depuis plusieurs années. Plus de 80% des étudiants ont signé un contrat à fin octobre. Oui, parce que ça peut se poursuivre tard, hein, la recherche. Voilà. Nous, on dit aux étudiants, si vous avez une entreprise, très bien. Hein, dès le début, vous êtes plus serein, vous serez plus assidu en cours, tout se passe bien. On leur donne 1 mois pour trouver. Après, tout étudiant qui est sérieux, qui participe donc au séminaire, qui suit nos conseils, on peut leur donner un 2e mois de gratuité. Ça veut dire que s'ils trouvent une entreprise à partir du 3e mois, ils ne paieront pas les 2 premiers mois. Ça ne sera pas payé par l'entreprise, mais c'est nous qui prenons le risque. D'accord ? Et on va même plus loin. C'est-à-dire que quand dans un marché qui n'est pas toujours évident, hein, où il faut vraiment se vendre, on a des étudiants qui sont très bons, mais parce que le secteur recrute un petit peu moins, ils peuvent mettre un petit peu plus de temps. Donc on leur donne la possibilité aussi de faire un 3e, voire un 4e mois au sein de l'école et de démarrer au bout du 5e mois pour certains. Ceux qui ont une difficulté, hein, peuvent très bien nous dire, bon ben voilà, on fait un report. On a même certains étudiants qui nous disent, ben voilà, j'ai des bons résultats, j'aime l'école, j'ai eu un petit peu de mal, mais comme l'année prochaine je serai dans votre groupe, eh bien je suis prêt à financer mes études. Et dans ce cas-là, on leur fait ils ont un tarif privilégié, justement puisque la vocation de l'école, c'est quand même la gratuité des études. Vous, Marion, finalement, vous avez trouvé assez facilement, on peut dire. Oui. Et au final, vous avez mis combien de temps pour trouver? Entre le moment où vous avez déposé votre dossier, donc vous avez décidé que vous alliez faire cette formation, et le moment où vous avez su que l'entreprise allait vous accepter, il s'est déroulé combien de temps? Donc j'ai été acceptée au mois de juillet. Ensuite, il y a eu les 2 mois de vacances scolaires. J'ai commencé les recherches fin août, début septembre, et mi-septembre, j'avais mon entreprise. On peut dire que c'est un cas représentatif, celui de Marion, de comment ça se passe?
chez vous? Elle représente un tiers des étudiants. Un tiers des étudiants fin septembre, début octobre. Et puis, comme je vous le disais, la majorité des étudiants ont signé fin octobre. On est quand même à la rentrée début octobre. Il y a quand même du monde qui a déjà son stage, qui a réussi à trouver. Donc, faut pas partir découragé. C'est une question de motivation. Question de Yann qui vous demande, peut-on faire des heures supplémentaires dans le cadre de l'alternance? Moi, je le dirais aux jeunes qui ont envie de faire de l'alternance, il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans une entreprise en se disant qu'il regarde sa montre à 9 h, il part à midi, il revient à 14 h, il part à 18 h. C'est quand même, il est destiné à être un futur cadre. Donc, qu'il ait ce raisonnement d'un futur cadre. À l'inverse, ne tombant pas dans l'excès. C'est un jeune, il y a des entreprises dans certains secteurs qui parfois abusent, donc quand c'est le cas, on intervient. Mais il peut y avoir aussi, sur des missions, un jeune qui se voit se confier, qui doit recevoir des clients, il y a tout un dossier à préparer. Je leur dis, s'il faut rester jusqu'à 10 h, vous le faites, mais ça va arriver une fois de temps en temps. Et puis si vous avez bien travaillé, un jour vous voulez partir un peu plus tôt, votre patron il va vous dire partez un peu plus tôt. C'est du bon sens. Vous avez une charge de travail importante, Marion, là où vous êtes? Normal. Normal, pas plus que... Voilà, il n'y a pas d'excès en fait. Donc quand il y a besoin de rester plus longtemps, on reste plus longtemps. Sinon, quand je fais mes heures, voilà, c'est adapté en fait, en fonction de ce qu'il y a à faire. Est-ce que comme le salarié d'une entreprise, le cadre d'une entreprise, vous pouvez avoir les problématiques de l'entreprise finalement qui débordent dans votre vie, c'est-à-dire qui vous stressent un peu le soir, qui vous stressent le matin? Est-ce que l'entreprise, votre responsabilité en entreprise peut devenir un peu envahissante? Alors ça va dépendre, je pense, de l'implication personnelle en fait qu'on a avec les choses. Il y a des gens qui sont extrêmement doués, qui arrivent à prendre du recul. Ça veut dire que quand ils sortent de leur entreprise, tout ce qui c'est derrière. Après, d'autres ont plus de mal. D'autres ont plus de mal, voilà. Donc ça dépend de l'implication. C'est vrai qu'on est en entreprise, on nous confie des missions, on a des responsabilités. Donc toujours la peur de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu stressé. Et dans certains cas, on a chaque année, c'est fréquent, et ça je le dis aux étudiants, vous avez une chance extraordinaire. Quand vous avez une tutrice qui est en congé de maternité, l'entreprise ne remplace pas toujours le salarié. Et donc c'est le jeune qui est en première ligne et qui doit participer aux réunions, qui doit apporter des résultats. Et là, c'est très formateur. Une question technique de Marie. Si je suis embauché à la fin de ma formation en alternance, oui, mes années d'apprentissage de l'alternance comptent-elles dans mon ancienneté? Alors, dans le cadre du contrat de professionnalisation, oui, parce que vous cotisez à la retraite. Pas dans le cadre de la convention de stage alterné, mais en revanche, vous avez accumulé de l'expérience professionnelle. Alors justement, les étudiants ne commencent pas leur carrière quand ils sont diplômés, ils commencent leur carrière dès lors qu'ils mettent le pied dans l'entreprise. Alors sachant peut-être la question de Quentin, qui vous dit, le diplôme ainsi obtenu en alternance a-t-il la même valeur qu'un diplôme obtenu par un cursus classique? Là encore, les cursus classiques vont insister sur des stages aussi longs. Moi, au travers des entreprises avec qui on travaille, il y en a de plus en plus, néanmoins, qui demandent, qui recherchent des jeunes qui ont une expérience parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Vous savez, quand tout est difficile, eh bien, il faut avoir des gens performants. Nous, on forme, et les entreprises forment les jeunes à ce qu'ils soient performants. Donc, quelqu'un qui est en entreprise, qui a 22 ans, qui sort avec un master de management spécialisé, par rapport à un autre qui a 22 ans, qui n'a pas d'expérience en entreprise, forcément, dans la compétition, il y en a un qui arrivera en tête par rapport à l'autre. Et ça sera celui qui sera en alternance. Plusieurs questions sur l'entretien en lui-même, parce que notamment c'est Xavier qui lui dit « Moi je suis un peu timide et je redoute un petit peu l'entretien d'embauche ». Est-ce qu'il y a des entreprises qui en fait recrutent essentiellement sur dossier, sur aide de motivation on va dire, et puis sur les conseils que leur fournit le centre de formation, et pour qui l'entretien est vraiment une formalité? Non, il y aura toujours l'entretien. Et même de plus en plus des entreprises qui proposent, qui organisent 2, voire 3 et 4 entretiens fréquemment. L'entreprise cherche un petit peu le candidat, le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'il cherche la perle rare. Donc il faut que l'étudiant soit préparé à avoir plusieurs entretiens. Ce n'est pas parce qu'un entretien s'est bien passé que le deuxième dans la même entreprise va bien se passer. Et parfois on ne prévient pas
hein, le candidat. On lui dit, vous venez à 16 heures, vous allez avoir un entretien avec la chargée RH, et puis l'entretien s'est bien passé. On lui dit d'attendre 5 minutes et ça enchaîne avec un autre entretien. Alors, quel conseil peut-on donner, alors vous Marion qui avez passé ces entretiens, quel conseil peut-on donner aux candidats qui stressent évidemment avant ces entretiens? Parce que quand on est jeune, c'est parfois son premier vrai entretien d'embauche. De ne pas se sous-estimer, d'avoir confiance. Et puis, vous savez, un recruteur, il a une tête et 2 bras. À un moment, il faut, relativiser et il faut prendre confiance en soi et surtout appuyer sur ses compétences et sa motivation. Quelqu'un qui est motivé, qui parle avec passion, forcément, le message passera mieux. Vous étiez stressé, Marion? Je pense qu'on est toujours un peu stressé avant un entretien puisqu'il y a un enjeu. Après, c'est ça, il faut vraiment avoir faut se donner les moyens et être confiant et bien connaître et bien se connaître finalement. Puisque un entretien, la majeure partie du temps, le recruteur va vous demander de vous présenter ou de parler un peu de vos expériences professionnelles ou même de votre formation. Donc il faut vraiment bien se connaître soi-même et pas chercher ces mots sur ce qu'on a fait en fait. Mais c'est pareil, vous avez de la formation, on en a déjà parlé au cours de cette émission, vous les entraînez aussi à cette étape, tout à fait. Qui pour certains peut être difficile. Ils ont dans tout le parcours d'intégration, il y a entre autres un séminaire où on les forme sur des petits modules. Se vendre en 3 minutes, quel est mon projet professionnel en 3 minutes, quelles sont mes compétences en 3 minutes, justement pour leur apprendre à s'extérioriser. Le but, s'ils arrivent, ils se ferment, ils ne vont pas donner envie. Donc moi, c'est ce qu'on dit aux étudiants, donner envie, attirer l'entreprise. Mais ça peut être quelqu'un, tout à l'heure vous disiez qu'il y avait un jeune qui n'avait pas d'expérience professionnelle, mais peut-être qu'il a participé, il est très actif dans des associations. Quelque part, il a peut-être été chef de projet là-dessus. Donc à un moment, qui parle de ses expériences et qui n'ait pas peur. Les recruteurs ont plutôt tendance à clôturer un entretien très vite quand le jeune se renferme, tandis qu'un jeune qui a des choses à dire va être écouté. Alors, question de Marc, les réseaux sociaux sont-ils un moyen important de postuler? Oui, parce que c'est aussi le moyen de rencontrer des décideurs, des gens qui ont des centres d'intérêt par rapport à un métier, par rapport à un domaine. Et on encourage les étudiants à aller sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit sur Viadeo, d'avoir des comptes. On est en alternance, donc on s'adresse à des professionnels. Et trouver une entreprise, c'est donc trouver ces gens qui sont sur la toile. Gloria, pour les entretiens d'embauche, comment faut-il s'habiller? Bien. C'est-à-dire que voilà, il faut être en tenue professionnelle tout simplement. Hein. Alors c'est vrai que j'entends parfois il y a des entreprises, on est habillé, j'ai envie de dire très cool, mais ça on le sait après. Donc on ne reprochera jamais à un candidat d'arriver bien habillé, de manière professionnelle, en complet, pour les femmes en tailleur, hein, que d'arriver mal habillé. Il vous demande quelles sont les questions types posées lors d'un entretien sur l'alternance. Est-ce qu'il y a des tests spécifiques aussi de recrutement? Est-ce qu'on vous fait passer, vous savez, les fameux tests de personnalité qu'on peut avoir dans les entretiens d'embauche? On ne les fait pas, mais on travaille sur, quand on a, justement je parlais du référent, il y a des étudiants effectivement qui eux ont du mal. Hein, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a quand même un tiers des étudiants qui n'a pas vraiment besoin de l'aide de l'école. Il y a un deuxième tiers qui a besoin qu'on arrondisse un petit peu les angles. En revanche, il y a un troisième tiers pour lequel il faut qu'on travaille. Et c'est là où le référent joue son rôle. Et donc, pour les entretiens de recrutement, est-ce qu'il y a des questions types qui reviennent et auxquelles on peut se préparer ou alors, il y en a beaucoup, hein, c'est quelles sont vos compétences, pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise, ça rejoint la motivation, quels sont vos axes de progrès, quelle est la mission dont vous êtes le plus fier, vous me parlez, là vous avez été vendeur mais vous avez vendu, quels sont les objectifs que vous avez atteints, donc c'est très divers. Ouais, si on a déjà une expérience, effectivement, il faut raconter une situation à laquelle on a fait face en entreprise ou... Mais ça peut être sur des sujets autres que professionnels. Dans les centres d'intérêt, par exemple, vous avez la lecture, on peut vous demander, mais quel est le dernier ouvrage que vous avez lu? Faites-nous une synthèse. Est-ce que ça peut aller donc aussi jusqu'au test de personnalité? Vous savez que les entreprises mettent en place. Ça arrive. Parce qu'il y a des candidats qui s'entraînent au test. Il y a des entreprises qui font ça. Il y a des étudiants qui ont eu ces tests-là. Ce live touche presque à sa fin. Si on pouvait résumer pour chacun d'entre vous, on va dire les 2 conseils principaux qu'on pourrait donner à un jeune qui a trouvé son centre de formation et qui peine un peu à trouver
son entreprise pour vous, Marion? Le ou les conseils de base? D'être motivé et de vraiment de redoubler d'efforts en fait. De redoubler d'efforts et de surtout une bonne motivation et d'y croire. Hein. Et d'y croire aussi surtout. Marion l'a bien résumé, quoi. Un jeune qui n'a pas envie, il ne faut pas qu'il fasse d'alternance. Par contre, celui qui a envie et qui a un projet, le projet professionnel auquel on aide l'étudiant, on l'accompagne, hein, parce que parfois c'est très flou, mais il faut qu'il ait cette envie, et il faut qu'il ait envie de se battre. Hein. Quand on a envie de quelque chose, on se donne les moyens. Alors, dernière question que l'on prend. Vous savez, on parle beaucoup pour le recrutement du fameux marché caché. Est-ce que vous pensez que cela existe aussi pour les postes en alternance? Il y a aussi cette notion de marché caché, c'est-à-dire des offres qui n'existent absolument nulle part, publiées nulle part, qui ne sont pas chez vous, que vous ne proposez pas, mais que vous pouvez vraiment trouver en prospectant de manière assez dynamique auprès de votre réseau relationnel. Auprès du réseau, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi peuvent trouver en candidature spontanée. Parfois, c'est une opportunité. Vous avez une compétence. Hein. Peut-être que l'entreprise n'a pas un besoin dans l'immédiat, mais il y a une rencontre qui s'est faite, il se dit, mais tiens, j'ai un jeune qui a telle compétence, je vais le prendre, je vais le former parce qu'il va m'apporter un plus. Faut-il rappeler dans la lettre de motivation les incitations et le système? Lorsque vous proposez une convention de service, il faut rappeler à l'entreprise les avantages qu'elle a. Pas forcément, on insiste beaucoup sur la compétence. Il ne faut pas tout dévoiler dans la lettre de motivation. À un moment, il est plus facile de dire non au téléphone ou à la lecture d'une lettre et d'un CV que de dire non en face à face. Donc moi je suis plus, c'est ce qu'on dit à l'école hein, et qu'on conseille aux étudiants, mettez en avant vos compétences, après vous aurez ça. Le but c'est d'avoir un entretien. Quand vous êtes en face à face, là ça sera à vous de jouer. Marion Milevich et Marc de Kervenoel, merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.